nous sommes en onde pour le deuxième épisode du N3S Podcast Nutrition, Santé, Sport, Sommeil. Je suis votre hôte Vincent Mandeville, je suis avec mon collègue Guillaume Lacerte et nous avons une invitée aujourd'hui, Mélisane Loisel-Gascon, qui va aborder un aspect que beaucoup de fans du paléo aiment, mais que peu mettent en pratique. J'ai nommé l'agriculture, puis on va faire dévier un petit peu aussi le sujet sur l'agriculture urbaine. Alors, Guillaume, toujours là? Yep. Mélisane, Mon micro toujours fonctionne, là? ma connexion Oui, je suis fonctionne. là. Excellent, excellent. Donc, au moment de filmer, d'enregistrer ça, il est le soir, alors j'espère que mes collègues vont être assez réveillés pour enregistrer un beau podcast, pour avoir une bonne discussion sur le sujet. Alors, on peut peut-être commencer par le début. Mélisane, qu'est-ce que l'agriculture? Qu'est-ce que l'agriculture urbaine? Et tu pourrais peut-être parler un petit peu de ton background là-dedans. Oui, ça va me faire plaisir. L'agriculture, c'est assez limité comme définition. Souvent, les gens disent, c'est de soit élever ou de faire pousser de la nourriture. Donc, que ce soit élever des animaux ou faire pousser des légumes, des fruits et des céréales. C'est vraiment juste ça. Mais ça se divise en plusieurs autres catégories, dont l'agriculture urbaine, qui, dans le fond, c'est de l'agriculture qui se fait dans les limites d'une ville. Moi, je fais de l'agriculture urbaine à Toronto. La ville est immense et donc ça inclut beaucoup de versions comme faire pousser des légumes dans la terre, dans un jardin communautaire ou sur un balcon, sur un condo de dizaines d'étages. Donc, il y a plusieurs endroits où on peut faire ça. J'ai même entendu parler de gens qui avaient des poulets dans leur cour arrière ici dans la ville. Donc, il y a plusieurs façons de pouvoir faire pousser sa nourriture, que ce soit des animaux ou des plantes dans la ville. Puis ça fait en sorte que la distance parcourue par la nourriture est très, très limitée. Puis en plus, c'est frais, ça goûte vraiment meilleur. Okay, tout n'est pas encore rendu au poulet dans un condo, là. Je voudrais pas vivre avec un poulet dans un condo, mais non, je me limite aux légumes parce que c'est plus facile à contrôler, puis c'est plus facile à faire pousser dans des petites superficies. Mais aussi, je fais de l'agriculture non urbaine. J'ai fait un petit déplacement vers le nord. Je travaille maintenant sur une ferme à la campagne, mais j'ai encore mes racines en ville. J'habite encore dans la grande ville reine. Oui, parce que ce que tu nous disais avant qu'on lance l'enregistrement, c'est que tu as des projets à l'extérieur qu'on pourrait pas vraiment qualifier d'urbains. Puis, qu'est-ce que tu fais exactement à cette ferme-là? J'ai la chance de faire d'être responsable d'une ferme qui est de 1,5 acre. Donc, c'est très petite échelle. C'est pour ça que c'est quelque chose qui est très semblable à l'agriculture urbaine. Et dans le fond, c'est une agriculture qui est faite avec l'énergie des humains. C'est fait avec l'énergie des muscles. On utilise très peu de machinerie pour faire l'entretien du sol et des légumes. Puis c'est totalement biologique. On n'utilise aucun produit chimique. Mais les projets que j'ai en ville, c'est d'enseigner l'agriculture aux gens qui s'intéressent parce que ce qu'on peut observer, c'est qu'il y a un très grand intérêt pour faire pousser sa propre nourriture, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui ont les connaissances et c'est pas quelque chose qui est encore accessible. Avant, dans l'histoire, on pouvait dire que ça se passait de génération en génération. Tu avais tes grands-parents et tes parents qui faisaient de l'agriculture et donc tu pouvais apprendre au fur et à mesure, mais maintenant, on est assez déconnecté de l'agriculture en général, surtout si des gens comme moi qui viennent de la banlieue ou qui viennent même de la ville. On s'est rencontrés à Laval, là. Je me demandais d'où tu sortais toutes tes connaissances. Ouais, c'est pas vraiment à Laval que j'ai appris tout ça, c'est vraiment ce qui est très beau, c'est que c'est en ville que j'ai appris parce que j'ai eu la chance de faire affaire avec une communauté de gens qui voulaient apprendre l'agriculture, puis moi maintenant, je m'occupe de un peu passer cette connaissance-là à d'autres personnes à travers les cours que j'offre. Et je pense que cette connaissance-là va permettre à plus de gens de faire l'agriculture pour pouvoir reprendre le contrôle un peu de leurs connaissances puis de leur alimentation. Mais quand tu dis, tu sais, j'ai pas grandi avec ça, c'est pas là où j'ai grandi que j'ai appris. Donc, qu'est-ce qui t'a mis en contact avec l'agriculture? Qu'est-ce qui t'a donné la piqûre de ça? Je
je veux pas généraliser avec tout le monde, mais ça me donne l'impression que la plupart des gens qui prennent contrôle de leur alimentation vont se poser la question de où est-ce que ça vient, ce que je mange, qui l'a élevé, qui l'a fait pousser, comment ça a été fait et qu'est-ce que je rentre dans mon corps, qu'est-ce qui fait une entrée dans mon estomac. Puis cette réflexion-là, pour moi, ça c'est quelque chose qui s'arrête jamais. Tu vas toujours essayer de plus comprendre, puis la façon ultime de contrôler ça, c'est de le faire soi-même. Puis je trouve aussi que en plus de comprendre exactement ce qui se passe, ça donne un respect de plus envers la nourriture qu'on n'a peut-être pas quand la seule relation qu'on a, c'est quand on va à l'épicerie, on prend un légume, on le met dans notre panier, puis on va à la caisse et on l'achète. C'est très difficile d'imaginer tout le travail qui est derrière l'agriculture, puis d'avoir un respect envers la nourriture qui, des fois, s'il n'existe pas, peut amener à du gaspillage ou à un traitement de la nourriture qui est peut-être pas respectueuse. Donc, il y a tellement de facettes à savoir que dès que tu te mets un peu à gratter la surface de l'alimentation, tu peux te retrouver très facilement à vouloir faire pousser tes propres légumes. Puis moi, c'est ça qui m'est arrivé. Veux pas, je me suis ramassée sur une ferme à Toronto, puis j'ai commencé à le faire, puis je me suis jamais arrêtée. Mais je trouve ça intéressant comme perspective parce que il y avait une statistique que j'avais lue il y a pas si longtemps, puis je me souviens plus du chiffre exact, mais que les ménages jetaient en moyenne, je vais inventer un chiffre quand même, mec, c'est juste 20% du contenu de leur frigo. Je pense que tu peux monter, je pense que c'est 30 à 50%. Oui, hein. Les pertes en plus que tu comptes des épiceries qui vont jeter les légumes qui sont pas beaux, c'est avec les restaurants puis. Mais c'est affreux, hein. C'est-à-dire qu'on est quand même 7 milliards d'êtres humains sur Terre. Il y en a qui mangent pas, mais si on compte tout ce qui se jette, je suis sûr que tout le monde aurait moyen de manger au moins un petit peu, là. Ouais, puis je trouve que quand c'est toi qui le fais pousser, tu vas vraiment te forcer à utiliser toutes les parties qui sont pas habituellement pas qui sont pas mangeables, mais qui sont pas perçues comme mangeables. Tu vas vouloir en prendre le plus possible parce que tu y as mis de la sueur, puis de l'effort, puis du temps à le faire pousser. Puis le gaspillage, ça brise le cœur quand tu as vu tout le travail qui passe là-dedans. Donc, je pense que c'est un bon moyen de vraiment prendre contrôle, puis de juste vraiment pouvoir avoir une image de ce que c'est de faire pousser de la nourriture et non pas juste de la manger. Justement, on parle d'effort, là. Mettons, est-ce que tu as une bonne idée de l'agriculture biologique, là, où c'est rendu en ce moment? Est-ce que vous êtes capable d'avoir une bonne production intéressante au niveau, mettons, économique, ou est-ce que ça reste encore un travail d'idéaliste, là? Ben, je pense que la productivité est très bonne parce que on est capable d'intensifier la production, d'organiser les fermes pour qu'on produise plus de nourriture pour un espace limité. Comme moi, sur un acre et demi, je peux produire des milliers de kilos de légumes. Beaucoup plus que, par exemple, mettons un champ de blé, si t'es dans la... Tu te promènes sur une autoroute puis tu vois un grand champ de blé, tu te dis, ils produisent beaucoup de nourriture, mais non, on peut produire plus quand on le fait à la main parce qu'on peut vraiment avoir plus de succession de légumes qui poussent sur un espace. Ça fait en sorte que oui, on produit plus, mais la limite, je crois, qui est pas nécessairement la productivité, mais le fait que les gens soient prêts à payer le prix, la vraie valeur de l'aliment. Et ça peut être une barrière parce que les gens vont regarder une laitue à 5 $ puis ils vont dire, ben la laitue, je peux l'avoir à 2 $ à l'épicerie. Puis ça ferait une grande barrière parce qu'on reconnaît pas l'effort puis le travail qui est fait et la valeur au niveau de l'alimentation, le fait de pas utiliser des produits chimiques, mais surtout la possibilité de l'agriculteur de faire un bon salaire. Si on paye un laitue 2 $ parce qu'elle vient du Mexique, il faut s'imaginer combien est-ce que la personne du Mexique a fait d'argent pour avoir son propre niveau de vie, puis je peux imaginer que c'est pas très bien, mais quelqu'un que tu connais, qui a fait pousser tes légumes, peut plus facilement le faire et peut-être avoir plus de reconnaissance qui, des fois, se traduit par un plus grand prix. Puis, est-ce que tu penses qu'il y a du futur dans... Tu disais des gens qui font pousser des légumes dans des condos, mais tu parlais aussi de tours à immeubles.
Parce que toi, tu fais pousser des légumes sur 1 acre et demi, puis entre toi puis moi, je dois t'avouer, j'ai aucune idée ce que c'est un acre. On en parle toujours, mais aucune sainte idée, ça représente quoi? Mets ça en terrain de football, là. Ça a l'air de quoi? Terrain de football, je sais pas, je joue pas au football, mais je dirais que dans le fond, si ça peut t'aider, mes rangées sont de 100 pieds, puis je peux au moins avoir 25 rangées. OK. De 100 pieds fois 2. Ça des pieds. On parle en ligne ou... Tu m'as dit un rectangle de 3 pieds par 100 pieds. OK. J'en ai 25, puis j'ai 2 épaisseurs de ça sur ma ferme. Je sais pas si ça aide. Mais c'est quand même petit, mais c'est quand même grand. C'est comme un très grand jardin dans ta cour ou un minuscule ferme. Donc, vous arrivez à avoir une production industrielle, là, quand même. Pas industriel parce que ça serait pas ce qu'on veut, mais on est capable de faire pousser assez de légumes par une petite superficie parce qu'on n'utilise pas les machines. Si on utilisait une machine comme un tracteur, il faut avoir un espace entre les rangs de légumes et donc on perd beaucoup d'espace. Tandis que moi, j'utilise des petits outils avec des petites lames de des fois 3-4 pouces et donc je pourrais utiliser un anglicisme, je peux squeezer plus de légumes dans mon espace. Puis, t'es à Toronto, t'as le droit de prendre autant d'anglicisme que tu veux. Là. Ça vient avec l'expérience. Ouais. Vu que le podcast est enregistré à moitié dans la province of Quebec et en Ontario. Mais donc, des immeubles où on fait pousser des légumes, est-ce qu'il y a un futur là-dedans, selon toi? Moi, je crois beaucoup à réduire la superficie des endroits où on cultive. Et donc, c'est pour ça que je crois beaucoup à l'agriculture comme moi je fais à 1 acre et demi. D'utiliser un bâtiment puis faire pousser des légumes à l'intérieur, ça crée une demande d'énergie et de consommation de produits comme des contenants, du substrat de culture qui peut demander plus à l'environnement que d'utiliser la terre. Mais vu qu'on est peut-être en train de manquer d'espace, ça peut être une solution, mais j'espère qu'on va pas arriver à ce que toute notre nourriture est poussée à l'intérieur parce que c'est pas la meilleure façon d'avoir le plus de nutriments. Je crois qu'il y a eu de plus en plus de recherches qui se font pour savoir le niveau nutritionnel des légumes poussés dans la terre puis poussés dans l'eau, puis la terre apporte beaucoup plus de nutriments que l'eau, mais surtout au niveau de l'énergie qui est nécessaire pour faire pousser avec des lumières puis tout ça, c'est très grand. Je sais qu'il y a beaucoup de compagnies qui essayent de le faire, mais ça revient à un système où c'est à très grande échelle. Puis moi, je pense que plus les gens reprennent le contrôle, ils font pousser leur propre nourriture, le moins d'énergie puis le moins de demandes sur la planète on va faire. Et donc, je pense que chacun avoir son petit îlot vert sur son balcon a plus d'avenir qu'une grande tour qui vaut des milliards de dollars et plein d'infrastructures. Mm-hmm. Ce que j'ai vu jusqu'ici qu'ils faisaient, c'était c'est une grande tour automatisée, mais ce qu'ils font pousser, c'est de la laitue. Puis il y a à peu près comme 6 vitamines maximum par laitue, puis comme 3 calories, puis 98% d'eau. Fait que c'est intéressant, mais pas tant en même temps. Là. Ça va pas nourrir le monde au niveau nutritionnel, ça c'est sûr. Non, c'est ça. Puis j'étais en parlant de beaucoup de production sur un petit endroit là. Moi, j'ai toujours l'impression que quand je fais pousser quelque chose chez moi, comme mettons en ce moment, j'ai pris justement une base de laitue, puis j'essaie de la faire repousser, puis j'ai pris des petits bouts de patates douces que je vais faire pousser. Mais j'ai l'impression qu'à la fin de l'année, je vais peut-être avoir 6 patates douces. Ce qui va me nourrir pendant peut-être 2 repas. Fait que est-ce que pour la personne moyenne, tu penses que c'est faisable d'avoir un système qui est dans une maison puis qui peut donner comme une bonne production? À l'intérieur d'une maison? Ou peut-être avec un petit jardin, mettons. J'ai un petit bout de terrain aussi. Ouais. Un jardin, c'est définitivement beaucoup plus de potentiel qu'à l'intérieur parce qu'à l'intérieur, ce qui va te manquer, c'est la lumière, puis c'est ce que la plante a le plus de besoin. Si tu as une fenêtre puis juste 2 heures de soleil par jour, tu pourras pas faire pousser beaucoup. Dehors, on a plus de potentiel. Puis ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'un petit espace, comme je disais, on peut faire beaucoup de succession de laitue, d'herbes qui poussent en quelques mois. Et donc, tu peux vraiment faire une bonne productivité. C'est sûr que ça pourra jamais être assez pour se nourrir seulement de ça, mais je pense que ça va apporter beaucoup plus de satisfaction durant l'été lorsqu'il va y avoir les récoltes. Puis je pense que le goût va beaucoup avoir là-dedans.
une laitue qui vient de l'épicerie goûtera jamais la même chose que quelque chose qu'on a fait pousser à la maison. Mais je pense que ça peut être une bonne façon de peut-être réduire la facture à l'épicerie, puis de pouvoir avoir une meilleure expérience de l'été. Mais aussi, ça peut apporter juste un changement d'alimentation. Quand on se dit, OK, je vais pas manger juste les légumes que j'ai fait pousser, on se rend compte à quel point il y a beaucoup de choses qu'on achète à l'épicerie qui est pas un légume, qui est un aliment transformé, puis ça rend un peu plus critique envers nos modes d'alimentation en général. Donc, je pense que ça a beaucoup de potentiel, même si c'est pas au niveau de avoir beaucoup de légumes, mais juste de changer les perspectives, puis de reprendre le contrôle de son alimentation. OK, donc, mettons qu'on prend là, un débutant. Mettons, comme moi, on dit, j'ai jamais rien jardiné, là, où je commence, j'ai envie de faire ça. Qu'est-ce qui est la première étape, selon toi? Là? Tu sais, je veux donner des cours pour apprendre aux gens. Là, avec quoi est-ce que tu les commences? C'est une bonne question. Moi, j'ai un peu un background en sciences. J'ai fait des cours en biologie au cégep. Puis j'ai toujours l'impression que quand on comprend comment une plante fonctionne, on peut mieux en prendre soin. Donc, ce que je commence à faire, c'est à expliquer comment une plante fait pour vivre. Donc, ça commence comme une graine, puis qu'est-ce que ça a besoin pour germer? Ça a besoin de l'eau. Donc, l'eau, c'est très critique. Donc, apprendre ça, c'est très important de ne pas oublier des arroser. C'est la seule chose que vous pouvez faire qui va vraiment faire une grande différence. Ensuite, ils ont besoin de lumière. Si tu sais combien tu as de lumière à offrir à la plante, ça va décider quelle plante tu peux faire pousser. Ensuite, ils ont besoin de nourriture, comme on peut dire, qui est d'habitude du compost. Donc, expliquer c'est quoi le compost. Puis, juste ces 3 choses de base-là font tellement une grande différence. Puis, plus on avance dans les cours, plus on rajoute des éléments qui peuvent aider, mais la base, c'est de comprendre comment fonctionnent les plantes. Puis, ça va juste aussi donner une perspective qui fait en sorte qu'on a le goût de prendre soin des plantes quand on se rend compte qu'il peut pas s'enfuir, il peut pas marcher à quelque part pour aller chercher ce qu'il a besoin comme un poulet pourrait faire. Ils sont vraiment à la merci du soin des humains, puis c'est beaucoup plus facile de vouloir le faire quand on se rend compte de ça, je pense. Puis est-ce qu'il y a des gens dans tes cours qui t'arrivent avec des difficultés particulières, ou est-ce qu'il y a une erreur que la moyenne des gens fait de façon systématique, tu crois? Je pense que le fait de comprendre c'est quoi la Terre, qu'est-ce que c'est la Terre, c'est un grand défi parce que c'est très abstrait. On imagine ça comme quelque chose de brun puis sale, mais la Terre, c'est la clé du goût des légumes et de la survie des plantes. Et donc, si, mettons, on a un balcon, puis on veut faire pousser dans un pot, puis on va au Canadian Tire, puis on achète un pot de terreau, puis on met ça dans le pot, on sait pas qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Est-ce que c'est vraiment de la terre? Non, c'est du peat moss, de la mousse de tourbe. Puis ça, c'est vide, c'est comme une éponge. Donc, juste de comprendre qu'est-ce que c'est la terre, c'est la chose la plus complexe que je prétends même pas savoir exactement qu'est-ce qui se passe là-dedans, mais d'apprendre à explorer puis avoir ça d'une autre perspective, je pense que c'est la chose qui est le plus éloignée de notre mode de vie, mais qui est le plus crucial en agriculture. Donc, si je peux aider les gens à juste comprendre, il y a un terreau, il y a du compost, on mélange ça ensemble, puis ça fonctionne, ça peut faire une très grande différence pour les résultats. Mais ça me fait penser... Non, vas-y, Guillaume. Ça fait penser justement à... Moi, j'ai maintenant un quadruplex depuis mai 2015, puis l'été dernier, je suis comme parti sur un trip où j'ai acheté comme toutes les plantes, tous les arbres fruitiers et les plantes du monde. Là, j'avais mes parents qui ont le pouce extrêmement vert, qui m'aidaient à planter ça. Puis là, il y a une place où je voulais planter, c'est quoi déjà? C'est un genre de petit arbre qui produit c'est des genres d'agrumes qui poussent au Québec. J'ai oublié le nom, il faut que je retrouve ça, je mettrai ça dans les notes. Pardon? Est-ce que ça s'appelle un papa? Non? Un papa? Je pense que non, mais je vais essayer de trouver le nom puis je vais mettre ça sur les notes du podcast. Mais de toute façon, j'allais planter ça, puis mon père il fait tu peux pas planter ça là, cette terre-là, c'est du sable. Je fais. En tout cas, il y a des différences. Dans ma tête, c'est le sol, tu plantes quelque chose puis ça pousse. Fait que là, c'est là j'ai commencé à voir que ça, il y a différentes qualités de terre. Puis là, j'ai voir aussi où est-ce que je place mes plantes sur mon terrain pour qu'il y ait accès à du soleil. Puis effectivement, c'est plus complexe qu'on voudrait des fois.
Ouais, mais c'est pas si complexe que personne peut le faire qu'il faut absolument avoir un cours complet pour ça. Moi, j'offre un cours pour les gens qui sont vraiment motivés, mais c'est facile d'apprendre un petit peu par petit peu, de visiter un site internet, de lire un livre, puis ça s'ajoute vraiment vite, puis c'est facile de le faire par soi-même. J'ai tout appris, bon, ok, peut-être pas tout, mais la plupart, j'ai appris par moi-même, puis j'offre des cours juste pour faciliter ça pour les gens, pour pas qu'ils soient trop perdus là-dedans, mais c'est pas si compliqué. Est-ce que tu as une plante, mettons, comme point de départ à conseiller? Comme par exemple, quand les gens ils me disent toutes les plantes que j'ai meurent, je leur dis OK, prends une Sansevieria, une langue de belle-mère, parce que ça n'a pas besoin d'espace, ça n'a pas besoin d'eau, puis ça n'a pas besoin de lumière, c'est à peu près impossible à tuer. Fait que tu commences avec ça, puis là, après ça, tu vas peut-être avoir d'autres plantes. Mais mettons, si on parle de trucs comestibles, tu une plante à suggérer, là, comme ça pousse n'importe quand, n'importe comment, puis ça va peut-être fonctionner. La mauvaise nouvelle, c'est que on a, au cours des milliers d'années où on a fait de l'agriculture, on a fait en sorte que les plantes agricoles sont un peu plus difficiles à vivre que les autres parce qu'ils produisent quelque chose qu'on veut vraiment. Et donc, ça fait en sorte qu'ils résistent un peu moins bien. Moi, je dirais, choisissez un légume que vous aimez tellement que vous voulez pas tuer. Puis aussi que vous allez vraiment apprécier le goût. Donc, de faire pousser son légume préféré, c'est un bon début. Mais un que moi j'aime beaucoup, c'est le haricot, parce que c'est une très grosse graine. C'est pas difficile à perdre. Tu mets ça dans la terre, puis tu l'arroses tous les jours, puis dans 2-3 jours, peut-être 5 si t'es pas chanceux, il va commencer à pousser. Donc la satisfaction est très rapide. Puis ça va prendre seulement peut-être un mois et demi, puis tu vas avoir les premières récoltes. Donc, ça se passe plus vite et c'est plus facile de pas se tromper parce que t'as pas le temps d'oublier. Moi, c'est une chose que je me rends compte, c'est que les gens oublient les plantes et c'est souvent ça qui cause le symptôme du pouce brun. Oui, parce que tu nous as dit plutôt que tu croyais pas vraiment au pouce vert, hein? Non, c'est ça. Selon moi, c'est seulement une question de prendre le temps, de se rappeler des soins qu'on a apportés aux plantes, qui est souvent juste d'arroser. Puis la plupart des gens qui tuent leurs plantes, c'est qu'ils ont juste oublié de les arroser. Fait que les gens qui me disent qu'il y a un pouce brun, moi je leur dis ça existe pas. Tout le monde peut faire pousser des plantes. C'est pas si compliqué. Il faut juste que ce soit dans notre esprit puis qu'on en prenne soin. Quitte à avoir une application qui vous rappelle à tous les jours de arroser vos plantes. Si c'est ça qu'il vous faut, vous pouvez l'avoir, mais je pense que le plaisir que ça apporte que de voir pousser une plante, ça vaut la peine que de prendre le temps de les arroser parce que ça permet de les voir grandir, puis c'est ça la satisfaction de voir la différence au fur et à mesure. Oui, parce que j'imagine que l'agriculture, c'est un peu de la science, c'est un peu de l'art, c'est un peu de l'amour. Il faut toujours, comme tu dis, garder ça en tête. Ouais. Il y a quand même certains facteurs aussi. Tu sais, tu nous as parlé de la terre, de l'eau, du soleil, mais il y a quand même quelques autres facteurs là, qui vont avoir un impact sur la santé de tes plantes, entre autres. Ah oui, c'est sûr. C'est sûr que c'est une science parce qu'il y a beaucoup de données qui peuvent être accumulées pour comprendre qu'est-ce qui se passe. C'est un art parce qu'il y a tout plein de philosophies puis de façons de faire qui peuvent fonctionner des fois mieux que les autres, des fois moins bien que les autres. Mais c'est vraiment les deux parce que un sans l'autre pourrait pas fonctionner. Si tu fais juste appliquer les données scientifiques, tu n'auras peut-être pas nécessairement de résultats. Puis si tu fais juste être un peu plus artistique, ça se peut qu'il manque des données aussi. Donc, c'est un bon mélange des deux. Puis je pense que l'amour, ça vient juste de sa personnalité. Souvent, les gens qui aiment les animaux, qui aiment les plantes, ils ont juste cette capacité-là de prendre soin de quelque chose d'autre. Puis je pense que ça, c'est tout le monde qui l'a, c'est juste de le découvrir. Et maintenant qu'on va sur une tangente, là, parce que tu viens de parler d'alimentation, toi, personnellement, ton cheminement à travers l'agriculture, comment est-ce que ça a influencé comment tu mangeais? Je pense que la plus grande différence que ça a apporté, c'est de mettre plus de légumes dans mon alimentation, ça c'est sûr, mais aussi de se rendre compte que c'est pas tous les légumes qui sont prêts à n'importe quel moment. Je pense que d'aller à l'épicerie, puis je sais pas qu'est-ce qu'ils font exactement, mais les légumes sont toujours à la même place, puis sont toujours pareils, puis on dirait qu'on a cette image-là que ça va être là à l'infini et
elle est plus ou moins encore, mais les légumes, surtout les légumes locaux et frais, c'est une fois par année que ça arrive. Les asperges, c'est un des premiers qui sont prêts au mois de mai, juin, dépendant où vous êtes. Ça goûte totalement différent, puis ça dure 2 semaines. Donc, moi, j'ai appris à attendre et à avoir hâte que les légumes arrivent, puis de les laisser partir et de manger les choses une fois par année. Donc, de vivre avec le rythme des saisons, je pense que c'est la plus grande chose que ça m'a apporté, puis ça apporte une satisfaction d'avoir une relation plus spéciale avec le temps qui passe, puis aussi avec la répétition. Les asperges à chaque année au mois de mai, ben ça devient un événement, puis ça permet de prendre le temps de les apprécier. Puis ça me rappelle, j'avais une discussion justement dernièrement avec un ami français qui disait que c'est un peu ce qui l'avait marqué du Québec, parce qu'il dit, lui, où il était en France, il recevait les légumes et les fruits de l'Espagne, puis disons presque toute l'année, à cause que le climat de l'Espagne est comme idéal pour tout faire pousser. Puis il disait qu'il s'est rendu compte justement qu'au Québec, il y avait des saisons, puis que c'était beaucoup plus festif. C'est comme par exemple à l'automne, il y avait c'est que la majorité de la production arrive avec les légumes racines, avec plein de fruits différents. Puis il trouvait justement que ça ajoutait un petit caractère spécial à être au Québec. Ouais. Je trouvais ça intéressant. Ouais, puis avec même un commentaire un peu plus d'actualité. Je sais pas si c'est le cas au Québec, mais ici en Ontario, les choux-fleurs maintenant ont une valeur de 7 $ l'unité. Oui, c'est la même chose ici. C'est la même chose, ben, c'est fou parce qu'il y a des gens qui commencent à expliquer les raisons économiques, les raisons sociales, mais la principale raison, c'est que c'est pas en saison. On n'est pas supposé de manger du chou-fleur au mois de janvier. Ça va toujours valoir plus cher parce que c'est fait ailleurs, puis on l'importe, puis tout ça, mais il reste qu'on n'aurait pas ce problème-là si on faisait juste se rappeler c'est quoi qu'on peut manger à quelle saison, quels sont les légumes racines, comme tu dis, qui se gardent tout l'hiver, qu'on peut avoir accès sans avoir besoin d'importer, puis de dépendre d'un système qui est très complexe et des fois qui peut tourner contre nous. Ben, de façon... vas-y. C'était ma question, en fait. Considérant que la saison des fruits et légumes en février au Québec est probablement pas favorable à grand-chose, qu'est-ce que tu manges en hiver? Ben, je suis pas encore parfaite, là. Je peux jamais dire ça. J'essaie fort d'aller, j'ai la chance à Toronto, il y a encore les marchés fermiers jusqu'au mois de janvier. Donc, eux font l'entreposage des légumes qui sont encore en saison. Il y a quand même une production en serre qui peut être faite pour des légumes qui sont un peu plus verts, comme la laitue, les épinards et tout ça. Donc, j'essaie de faire ça, mais il va rester que ça va être un peu plate comme alimentation. Donc, c'est sûr que je mange des pamplemousses qui viennent de la Floride puis des choses comme ça. Oui, je fais ça. Ça m'arrive de pêcher comme ça, mais c'est pas obligé d'être très restrictif. Tu sais, il y a certaines diètes qui vont faire comme tu manges pas ça parce que c'est mal. Mais moi, je crois plus à fais ce que tu peux, puis ça va faire une différence. Puis si tu es prête à aller jusqu'au bout puis à faire une diète de 100 km, tu peux faire ça, mais si ça te rend malheureux, ça vaut pas la peine. Puis moi, un pamplemousse en plein milieu de l'hiver, ça me fait un peu de plaisir. C'est un peu de soleil. Guillaume apporte un concept qui est intéressant. Il a écrit un article il y a quand même de cela, je pense même quelques années, qui était voté avec son argent. Puis c'est sûr que l'idéal, ça serait de faire ça à 100%, mais même les gens qui se découragent de dire « Ah, mais je serais jamais capable de faire ça, une diète de 100 km », déjà, tout ce qu'ils achètent localement, ce qu'ils peuvent en saison, si ça encourage les fermiers qui peuvent faire ça, tant mieux, tu sais. Exactement. Parce que c'est ça qu'on se rend compte, c'est que oui, l'alimentation, ça devient très commercial. C'est vraiment un échange d'argent pour la nourriture. Mais c'est aussi, quand on est au courant de ce qui se passe en agriculture, de voter, oui, par son argent, mais de supporter un mouvement. S'il y a personne qui fait l'effort de payer un petit peu plus cher pour l'agriculture biologique, il n'y aura jamais aucune chance que ce mouvement-là prenne encore plus d'ampleur. Je pense qu'on est dans un bon moment pour que ça devienne plus important encore, mais ce petit sacrifice-là de 1 $ de plus, ça fait 1 $ de plus pour encourager un agriculteur qui peut faire plus de différence encore que si on abandonne pour des questions d'argent. Mais il y a un autre penchant aussi au fait de manger local, c'est souvent quand on mange localement, quand on mange en saison, c'est que ça favorise l'entreposage puis trouver des façons créatives d'entreposer nos légumes. On parle souvent que c'est bon de manger des aliments fermentés, d'empoter ces légumes. Toi, est-ce que tu as abordé, exploré un petit peu ces avenues-là?
Je pense que c'est venu la première année où j'ai essayé de faire de l'agriculture urbaine. J'avais pas le choix. Je pense que j'avais planté beaucoup trop de haricots, puis j'avais 7 livres de haricots qui sont arrivés dans la même semaine, puis j'ai beau aimer ça, j'étais pas capable de toutes les manger, puis je voulais pas qu'ils se gaspillent. Comme j'ai dit, c'est important pour moi de pas gaspiller. Donc, j'ai été sur Amazon et je me suis acheté une machine à pressure cooker, un pressure canner, excusez. Je ne sais pas c'est quoi, un autoclave en français. Oh. Puis ça a été un gros investissement de un bon 120$, mais ça m'a permis d'apprendre à faire les conserves. Donc, ça, c'est un autre exemple de comment tout est possiblement plus complexe. Donc, une fois que tu commences l'agriculture, tu dois apprendre à faire les conserves. Donc, oui, je fais beaucoup de conserves l'été. La fermentation, j'y connais un peu moins, juste parce que j'aime pas le goût acide. Ça, c'est un goût très personnel. Mm-hmm. Mais je sais qu'il y a beaucoup de gens dans l'agriculture qui le font eux-mêmes. Moi, je me concentre beaucoup sur les conserves, puis j'essaie de faire des conserves qui sont un peu plus santé, donc pas nécessairement faire des recettes avec beaucoup de sucre, beaucoup de sel, puis des choses comme ça. Donc, ça peut aller... Je regardais les recettes traditionnelles de ma grand-mère. Puis dans le fond, j'ai une partie de ma famille qui vient du bas du fleuve du Kamouraska. Ma mère a été élevée sur une ferme. Puis justement, je pense que les confitures, c'était toujours comme 50% sucre, 50% fruits. Tu sais, les betteraves, c'était bon, tu mets de l'eau, puis tu mets un gros paquet de sucre. Puis il y avait les deux ont fait du diabète, je suis pas surpris, là, parce que justement, c'était les conserves, c'est quelque chose d'assez historique. C'est quelque chose qu'on a fait beaucoup dans l'histoire, mais la notion de santé, c'est très récent. Donc, je pense que le monde de la conservation n'a pas suivi le mouvement tout à fait, mais c'est possible de faire des conserves santé, puis c'est facile à faire. C'est juste que la tradition reste assez très, très concentrée en sucre et en sel, malheureusement. Ça, faut dire que c'est plus facile de brûler son sucre quand on travaille sur une ferme. Oh boy, oui. D'ailleurs, ça me rappelle un petit peu ce que tu disais précédemment, c'est que la ferme sur laquelle tu travailles, il y a beaucoup de gens, puis tu me dis, qui travaillent à bras, ce qui vous permet d'avoir une densité un petit peu plus grande. Mais si on regarde les perspectives d'emploi des gens qui travaillent avec toi, tu sais, la plupart des gens vont probablement s'attendre à trouver moi j'aimerais ça faire un emploi du 9 à 5 ou tu sais pas travailler plus que 40 heures par semaine. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose de réaliste dans un contexte d'une ferme puis d'avoir une certaine qualité de vie ou ça ressemble à quoi chez vous? C'est sûr que c'est possible, mais comme toute bonne entreprise, souvent les fermes, c'est des petites entreprises. Quand on commence ça, il faut dédier beaucoup plus d'heures que le 9 à 5. Mais c'est un emploi qui vaut la peine parce que ça a beaucoup de satisfaction qui vient avec ça. Mais je pense que c'est aussi une entreprise qui s'améliore assez rapidement. Puis on peut trouver des systèmes qui font en sorte qu'on n'a pas besoin de travailler plus qu'il faut. Puis il faut parce que vu que c'est très physique, si on prend pas soin de notre corps puis on n'a pas un horaire qui est respectueux de notre santé, c'est très facile d'être un agriculteur pas en santé, pas nécessairement parce qu'on mange pas bien, mais juste parce qu'on est trop travaillé notre corps, puis commence à avoir des douleurs, puis tout ça. C'est très fréquent d'entendre des conversations d'agriculteurs au mois de juillet, août, qui se plaignent de maux de dos, puis de maux de cou, puis des choses comme ça. Donc, c'est important de trouver un équilibre, puis je pense que c'est un emploi qui a le potentiel d'amener un bon équilibre si on travaille vers ça. Puis c'est aussi un emploi qui est saisonnier, mais qui permet de se nourrir à l'année si on conserve comme il faut. Puis c'est un emploi qui est très social. Puis c'est ça que j'aime beaucoup. On imagine souvent le monde de l'agriculture comme sur un tracteur tout seul dans un champ de centaines d'acres. Mais l'agriculture à petite échelle, ça a besoin de plusieurs personnes pour faire le travail. La plupart des fermes que je connais ont au moins 3 à 5 agriculteurs qui travaillent ensemble. Puis je pense que ça a un très bon aspect que de diviser le travail, mais aussi d'apporter un sens de la communauté. Puis moi, je pense que je ferais pas l'agriculture s'il n'y avait pas cette communauté-là, parce que sinon, ça deviendrait un fardeau plus qu'un emploi agréable. Puis je pense que c'est ce qui aussi est très attrayant pour la nouvelle génération. Souvent,
les gens qui commencent l'agriculture à petite échelle comme moi je fais, c'est des gens comme moi qui viennent de la banlieue, de la ville, qui sont inspirés par le mode de vie que ça apporte, mais aussi par la culture qui vient avec ça, puis de rencontrer des gens qui pensent comme nous, qui croient en l'alimentation santé, puis un mode de vie sain, ben on fait juste être plus heureux tous ensemble, puis à faire quelque chose qu'on croit vraiment très fort. Puis, est-ce que ton entourage, ils ont peut-être dû trouver ça un peu bizarre, tes amis, ta famille, petite fille de la banlieue qui s'en va à Toronto travailler sur une ferme? Ton entourage trouve ça comment? C'est sûr que la plupart des gens, quand je leur dis qu'est-ce que tu fais dans la vie? D'habitude, si je dis je suis fermière, là, il y a des stéréotypes qui passent de gens qui travaillent sur des tracteurs puis tout ça. Fait que moi, je me limite à dire je fais pousser des légumes. Puis là, au moins, ça pique la curiosité. Puis là, il faut qu'ils demandent qu'est-ce que ça veut dire ça? Puis là, tu peux expliquer. Puis là, tout de suite, les gens, je pense que c'est un mode de vie qui est de plus en plus populaire. Donc, les gens comprennent mieux. C'est sûr que qu'est-ce qui m'a amené là, c'est un parcours qui s'est fait à long terme. Donc, c'est pas venu du jour au lendemain. Donc, ils l'ont peut-être vu venir. Mon entourage l'a sûrement vu venir. Mais ce qui est vraiment super génial, puis je me sens choyée, c'est que les gens comprennent, puis ils sont intéressés, puis souvent, ça les amène à eux-mêmes penser à ce qu'ils veulent faire. Puis avec la chance, je les inspire un peu, pas nécessairement de devenir agriculteur ou agricultrice, mais d'avoir un jardin, puis ça me fait toujours plaisir de répondre à leurs questions parce que c'est ça qu'il faut. Il faut juste comme un peu participer au mouvement, puis essayer d'encourager les gens qui font ça, même si c'est à toute petite échelle, parce que ça fait une grande différence. Puis j'espère que oui, c'est inspirant et non pas vu négativement comme c'est très facile de juger les gens qui font attention à l'alimentation, puis d'essayer de les rabaisser parce qu'on se sent nous-mêmes coupables de pas faire l'effort, mais je pense que je pense que c'est bien en général. Je pense que dans ton cas, c'est tu sais, t'es pas, ce que tu fais, c'est positif, puis t'es en train de construire quelque chose, tu sais, t'es pas en train de juger les gens sur comment ils mangent, fait que c'est vraiment dur de voir un côté négatif à ça, tu sais. C'est vrai. C'est vrai. Je pense que le côté le plus négatif, c'est vraiment les genres de stéréotypes qui sont mis sur l'agriculture, soit que c'est un travail très demandant, ce qui est vrai, mais qui est tellement demandant qu'il y a personne qui voudrait vraiment avoir ce travail-là. Ça, je l'ai eu souvent, comme pourquoi tu décides de faire ça, t'auras jamais de vie, tu pourras jamais aller en vacances. Ben oui, c'est vrai, mais c'est pas obligé d'être vrai non plus. C'est le cas quand la ferme fonctionne pas bien. Puis t'as le stéréotype aussi, ben tu feras jamais assez d'argent. Ben ça aussi c'est vrai, mais on n'a pas vraiment besoin de beaucoup d'argent pour vivre heureux. Je pense que les gens qui font du 9 à 5 puis qui doivent dépenser tout leur argent pour se sentir mieux puis aller en vacances, ben c'est pas nécessairement un mode de vie plus sain. Donc en autant que les choix qu'on fait, ça vaut la peine pour nous, ben ça va valoir la peine pour tout le monde autour. Puis j'entends souvent des gens qui jugent d'autres personnes qui décident de faire l'agriculture puis les jugent négativement. Puis j'essaie de me dire souvent, ben c'est pas négatif si tu le crois pas. Puis c'est pas parce que les gens pensent que c'est négatif que ça l'est. Donc faut pas avoir peur de juger les autres. Non, effectivement. Puis on blague, mais bon, beaucoup de nos auditeurs ont des six-packs, mais si on des six-packs, c'est grâce à tes légumes. Donc, ils seraient vraiment, vraiment mal placés pour te juger. Ouais, mais la ferme, c'est tellement un bel endroit pour être en forme parce que vu que c'est fait tout à la graisse de bras, comme on pourrait dire, ben c'est facile d'être très en forme sur une ferme. Tu peux... je sais qu'il y a quelque chose qui s'appelle le Farmer's Walk, ben c'est très drôle, mais c'est la vraie vie pour vrai, là. Tout en fait, tu fais des vrais Farmer's Walk, c'est bon, ça. Ouais. Il y en a qui c'est un exercice, il y en a qui c'est un style de vie. Exactement. Mais le style de vie devient un exercice courant, donc ça fait juste être bien en général. Je pense que si t'es assis sur une chaise tout le temps, puis après ça, tu dois aller t'entraîner pour contrebalancer le fait que t'es assis toujours, ben c'est peut-être qu'il faut pas être assis toujours. Mais il faut pas non plus être debout toujours. Faut juste non, c'est parfait. Ton travail te garde en forme puis en santé, tu sais, au lieu d'être obligé de prendre du temps à côté pour compenser ce que ça fait. J'ai pas besoin de me payer un abonnement au gym, ça c'est sûr. Puis justement, parlant de santé, comment tu t'as changé comment tu mangeais, t'as changé justement comment tu travailles, est-ce que tu as vu des gros changements sur ta santé? Est-ce qu'il y a des choses qui sont apparues, disparues? Qu'est-ce que tu as remarqué surtout? Non, c'est ça qui est très intéressant. C'est sûr que je sens que j'ai plus d'énergie.
Puis mon corps est habitué à un certain rythme de vie. Donc, mettons, l'hiver en ce moment, c'est sûr que je suis pas en train de travailler à la ferme aussi souvent. Puis je sens que j'ai plus d'énergie, puis il faut que j'aille prendre des marches, puis que tu gardes le rythme. Mais j'ai pas vu beaucoup de différence parce que je crois avoir eu la chance de jamais avoir été à des extrêmes où j'avais une mauvaise alimentation au point que j'avais un surpoids. Mais je pense que c'est au niveau de l'énergie, puis aussi au niveau de la capacité à avoir un état de base qui est beaucoup plus élevé. Par exemple, aujourd'hui, j'ai eu l'idée d'aller faire un jogging parce que j'étais tannée d'être assis à mon ordinateur, puis j'ai pas fait de jogging pendant, je sais pas, 4 mois, mais j'étais pas essoufflée. Mais j'ai rien fait pour m'entraîner pour arriver à là parce que l'état de base et le cardio est déjà comme bien parce que je travaille debout toujours à récolter des légumes, à les déplacer puis ça. Donc, je pense que c'est ça qui est bien, c'est que mon corps est juste en santé constamment par mon mode de vie. Ben, il y a quelque chose en entraînement, un concept qui s'appelle le GPP, General Physical Preparedness, ou préparation physique générale. Puis je peux difficilement penser à une activité qu'on ferait naturellement qui serait plus complète au niveau physique que travailler sur une ferme. Je veux dire, tu dois soulever des choses, tu dois pousser des choses, tu dois tirer des choses. Ça doit être, oui, ça doit être forçant, mais comme tu dis, quelqu'un qui prend soin de lui, ça doit être le workout de sa vie, là. Ouais, puis c'est ça, ben, toute la semaine si tu veux bien, puis ça l'apporte une énergie qui nous donne l'impression de pouvoir un peu réaliser n'importe quoi qu'on veut. Si je décidais de commencer à faire un autre sport, je sais que ça m'amènerait à être plus facilement capable d'apprendre un nouveau sport. J'ai commencé à faire du ballet, à vrai dire, la danse du ballet. parce que le travail à la ferme, il est beaucoup de se pencher par en avant, de récolter les légumes qui sont au sol. Donc, mon corps est toujours vers l'avant. Puis, je me suis dit, j'ai besoin d'améliorer ma posture. Fait que le ballet, c'était un rêve de jeune fille qui s'est maintenant réalisé pour améliorer ma posture puis renforcer les muscles à se tenir droit et sauter vers le haut. Puis, c'est une bonne opposition. Puis, c'est vraiment super intéressant de voir comment le corps peut apprendre plus facilement puis être plus capable de faire des mouvements parce qu'on est toujours actif. Oui. Ouais, c'est quelque chose qui est contre-intuitif. Justement, je l'avais remarqué quand je faisais du paysagement. Dans le fond, je posais du gazon toute la journée. Puis j'avais comme... Tu sais, tu finis ta journée, t'es comme fatigué physiquement, mais t'es quand même plus d'énergie que si tu passes 6 ou 8 heures devant un ordinateur. Ouais. Il faut vraiment le vivre pour le comprendre. Ouais. Puis je me rends compte aussi à quel point je fais beaucoup d'ordinateurs parce que à ce temps-ci de l'année, les agriculteurs ils font la planification de leur année. Puis c'est tellement difficile pour le corps d'être constamment dans la même position. Je pense que ça m'apporte plus de douleur de dos d'être assis devant mon ordinateur que de travailler à la ferme. Puis ça, quand tu te réalises ça, tu te rends compte qu'il y a beaucoup de gens qui se retrouvent dans des situations comme ça. Puis je les plains. Il y a des gens qui disent comment tu fais pour travailler si fort tout le temps. Puis moi, je leur dis comment est-ce que tu fais pour être assis à l'intérieur tout le temps. Fait que c'est juste une question de perspective. J'aimerais aborder un sujet qui est peut-être un peu moins plaisant à aborder. C'est quand on entend des commentateurs parler sur la qualité du sol qui s'érode, donc moins de nutriments dans le sol, moins de qualité dans le fond des légumes à cause de cette perte-là de nutriments. Quand on fait une agriculture bio, à ton avis, est-ce que il y a des chances qu'on s'en réchappe? Est-ce qu'il y a moyen d'améliorer la qualité du sol ou c'est quelque chose un peu comme le pétrole qui, une fois que c'est sorti, on perd espoir d'augmenter la qualité? C'est pas comme le pétrole parce que ça disparaîtra pas complètement du fait que le sol, c'est comme, au niveau géographique, c'est une couche de terre qui se renouvelle d'une manière que les minéraux viennent du centre de la terre, puis c'est la roche qui s'effrite et qui crée les minéraux, puis la matière organique, ça vient du haut. Donc, si on imagine une forêt, à chaque automne, les feuilles tombent et se décomposent pour ramener ça. Donc, oui, c'est possible de le ramener avec l'agriculture biologique, mais pas juste l'agriculture biologique, je dirais l'agriculture, je tiens beaucoup au mot biologique, mais je tiens beaucoup au mot petite échelle parce que si tu as une très grande
très grande superficie à couvrir, tu peux pas prendre le temps d'améliorer ton sol parce que c'est trop grand. Si t'es plus petit, t'as plus de chances de répondre aux besoins du sol parce que veux pas, tes légumes vont prendre les minéraux du sol puis toi, tu dois les ramener pour que le sol soit en santé. Donc, si c'est plus petit, tu peux te rendre compte de cette érosion-là, de ce manque-là, puis réagir plus rapidement. Je pense que l'érosion des sols puis la diminution de la qualité des sols, c'est parce qu'on a trop tiré avec l'agriculture industrielle de nutriments puis on l'a jamais rapporté. Si on le fait, c'est avec des produits chimiques comme des fertilisants, puis ça, c'est juste temporaire. Il faut vraiment toujours rapporter ce qu'on a pris parce que c'est ça l'équilibre des sols, c'est ça les forêts. Les forêts, ça se renouvelle toujours. Ça serait un peu comme un supplément alimentaire. Donc, si tu me passes un peu la comparaison dans la mesure où si on prend un supplément, mais qu'on fait pas ce qui est nécessaire pour manger les bons aliments, c'est juste un plaster sur une plaie ouverte, là, mettre du fertilisant. Ouais, c'est ça. C'est juste de donner à la plante une version. C'est comme donner du sucre au lieu de manger une pomme. C'est pas la même chose. La plante va le prendre, mais elle aura pas tout ce qu'elle a besoin pour être en santé. C'est vrai, les plantes vont être aussi en santé que nous, on va l'être quand on fait attention à ce qu'on mange. Puis de prendre soin des sols, c'est crucial pour la valeur nutritionnelle des plantes, mais aussi pour la santé même de l'écosystème qui est la ferme. La ferme, c'est un endroit où tout est lié, donc il faut tenir compte de tous ces liens-là pour garder un équilibre, puis si le moindrement on en prend plus qu'on redonne, le déséquilibre va être là, puis ça va être plus difficile de recommencer à avoir un équilibre. Il faut travailler plus fort pour le rétablir, mais je pense pas que c'est jamais un problème qui est irrémédiable, sauf si on change jamais les techniques et qu'on continue à utiliser les mauvaises techniques, là, ça peut être désertique le résultat, mais j'espère qu'on ne se rendra pas là. Donc, si tu avais un certain message à livrer à nos auditeurs, ça serait d'un côté pour votre santé, côté nutritif, nutrition, de consommer des aliments qui proviennent d'une agriculture qui est à plus petite échelle, qui est à échelle plus humaine, mais plus que ça, c'est aussi pour l'aspect environnemental, la chose. Ouais, puis ce qui est vraiment super génial, c'est que les deux viennent ensemble. Si l'environnement va pas bien, nous, on n'ira pas bien. Si nous, on prend pas soin de nous, ben on pourra pas prendre soin de l'environnement non plus. Donc, ça va toujours venir ensemble. Puis c'est ça qui est intéressant. Les gens me disent « Ah, pourquoi tu fais l'agriculture? » Moi, j'ai commencé puis je voulais juste sauver la planète, je voulais juste sauver l'environnement, mais je me suis sauvée un peu moi-même en même temps, puis j'espère pouvoir sauver un peu plus de gens avec moi en faisant de l'agriculture. Mais l'agriculture m'est apparue comme une solution à des problèmes environnementaux parce que l'alimentation, c'est ce qu'on a le plus besoin pour nous survivre. Donc, c'est ce qu'on a pu faire pas vraiment bien pendant trop longtemps. Puis là, si on l'améliore, ben on va pouvoir, j'espère, changer l'impact qu'on a sur l'environnement. Puis de prendre des choix de l'alimentation, ça va toujours amener des réflexions qui vont être beaucoup plus loin que juste notre assiette. Puis je pense que ça serait ça, la conclusion, c'est que je suis une agricultrice, je suis une consommatrice, puis tout ça, c'est lié, puis plus vous explorez, plus vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup d'impact à nos choix dans notre assiette. Puis est-ce que tu as la perception que le consommateur moyen commence à embarquer un peu dans cette vision-là? En tout cas, est-ce que ça commence à avoir une traction significative, à ton avis? C'est difficile à dire parce que ça va toujours être les gens qui sont prêts à se poser des questions qui vont arriver à être plus critiques de l'alimentation et donc à faire des changements. Puis il y a des gens qui se poseront jamais de questions. Moi, ce que j'ai remarqué par expérience, c'est que les gens qui font les plus grands changements, c'est ceux qui sont venus le plus proche de ne pas pouvoir retourner de leurs décisions, soit qui ont eu des problèmes de santé ou des choses comme ça. Puis là, on se rend compte à quel point c'est important l'alimentation. Fait que il faut que la majorité des gens se rendent compte des dangers que ça peut apporter, soit qu'on dommage trop l'environnement ou notre alimentation puis notre santé pour qu'ils changent. C'est peut-être ça qu'il va falloir, mais je pense qu'il y a une partie de la population qui est capable de le faire sans que ce soit si alarmiste, puis peut-être que ces gens-là vont pouvoir aider les autres à se rendre compte. T'sais, je suis pas une ambassadrice de l'agriculture, mais veux pas, c'est de ça que je parle. Comme vous parlez sûrement du
de tous vos sujets à tout votre entourage, puis on est un peu comme des porte-paroles. Fait que j'espère que la multiplication des porte-paroles vont pouvoir aider la population à s'en rendre compte, mais chaque chose dans son temps, chaque personne a ses propres cheminements, je pense. Oui, ben c'est exactement pour ça qu'on t'a demandé de venir sur le podcast, c'est pour que tu puisses parler, que tu puisses communiquer ta passion, ce que tu as extrêmement bien fait. D'ailleurs, j'ai plusieurs endroits où les gens peuvent te contacter ou peuvent suivre tes différents projets. Donc, tu as un site web qui est canopy-edu.ca, donc canopy, canopy-edu.ca. Donc, c'est là où tu donnes de l'information. Est-ce que les gens peuvent s'inscrire à tes cours à cet endroit-là? Oui, dans le fond, il y a la section où je décris les cours que j'offre, qui se trouve ici à Toronto, mais j'ai aussi un blog où j'essaie de partager certaines idées, certains faits sur l'agriculture. Puis c'est sûr que c'est un peu moins productif l'été, mais je suis quand même assez assidue. Donc, ouais, c'est une plateforme où je peux parler de mes cours, mais aussi essayer de donner de l'information pour les gens qui se trouvent pas à Toronto. Je vois. Vous pouvez aussi trouver Mélisane sur Twitter, @canopyedu, sur Instagram à canopy_education, et sur Facebook, en cherchant Canopy Education, vous allez tomber sur les travaux de Mélisane, donc vous pouvez être sûr qu'on va tout mettre ça dans nos notes de podcast. Alors, Mélisane, avais-tu un mot de la fin? Ben merci de m'avoir invité à votre podcast, puis ça me fait plaisir de voir que ce qu'on peut faire, même si on est loin, ça a quand même un impact à la maison au Québec. Ça va me faire toujours plaisir de contribuer à ce qui se passe dans mon ancien chez moi. Guillaume, un petit mot? Non, merci énormément, ça a très bien couvert, c'est même plus que ce que je voulais, c'est fantastique, continue tes beaux efforts. Ça prend de plus en plus de gens comme toi, là, je pense qu'en fait on a passé le moment là, tu sais, où les gens ils commencent à paniquer là, puis on s'en va dans une bonne direction, c'est grâce à des efforts. Ben merci. Super. Alors, merci à vous deux. Merci Guillaume. Merci Mélisane Loisel-Gascon de Canopy Edu. Alors, c'est Vincent Mandeville et Guillaume Lasserte pour le N3S Podcast qui vous disent à la prochaine. Bonne fin de soirée. Salut.